Avant, nous ne pouvons pas faire plus de 100 mètres dans la ville, même dans la capitale, alors sans croiser l'armée française presque partout. Et nous étions gênés à ce niveau. Pour faire la guerre, on n'avait même pas le droit d'acheter un certain nombre de matériel. Et on jugeait le Burkina d'un petit État qui ne pouvait pas ou qui n'avait pas le niveau d'utiliser ses armes pendant qu'on était attaqué. Il y avait des contrats qui liaient l'État burkinabé à l'État français et qui exhortaient toute entreprise française installée au Burkina Faso à ne pas payer les impôts au Burkina, mais de les payer en France. Aujourd'hui, ces conventions n'existent plus. Ouais, bonsoir, Ghislaine Dabiré. Alors, je suis d'abord étudiant en fin de cycle Master 2, acteur de la société civile burkinabé, membre donc de la CNAVC, mouvement de soutien au Burkina Faso. La première question, c'est après 2 ans de transition, que retenez-vous du régime de IB? Alors, après 2 ans, bien sûr, de transition au Burkina Faso, nous ne retenons que avancée significative, développement. Nous retenons au Burkina Faso aujourd'hui, alors, un pays et des hommes, des soldats redynamisés. Donc, cela peut s'observer à travers plusieurs points. D'abord, sur le volet donc politique, vous observez avec nous, et vous le remarquez d'ailleurs, que le président a engagé plusieurs réformes, voilà, tant dans le cadre institutionnel que également constitutionnel. Alors, donc, sur le volet institutionnel, vous verrez que beaucoup d'institutions qui existaient au Burkina Faso, qui absorbaient beaucoup de fonds. Et le travail n'était pas significatif sur le terrain. Alors, nous avons estimé que ces institutions ne pouvaient pas encore fonctionner pendant que le pays est actuellement confronté à des réalités que nous savons tous, l'insécurité, qui absorbe beaucoup de moyens financiers. Alors, le moment venu, nous avons constaté également que le président a pris des mesures fortes. Alors, pour balayer ces institutions du revers de la main. Alors, jusqu'à plus de 3-4 institutions qui ont été aujourd'hui supprimées. Alors, vous avez constaté également qu'à travers l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, le président Faso a estimé qu'il fallait donner un certain pouvoir à cette institution-là, en lui donnant bien sûr une nature constitutionnelle. Alors ça permet bien sûr à l'Agence nationale de renseignement de pousser jusqu'au volet sécuritaire. Et donc, ce sont des avancées significatives à ce niveau que nous avons estimé que c'est salutaire et que c'est ce que le peuple attendait. En plus de cela, sur le volet diplomatique, durant ces 2 ans, nous avons vu un président et son gouvernement prendre des décisions significatives. Qu'aujourd'hui, nous, en tant que Burkinabés, nous ressentons ça en étant sur le sol burkinabé. Parce qu'il y a une certaine liberté. Cette liberté, c'est quoi? Avant, nous ne pouvons pas faire plus de 100 mètres dans la ville, même dans la capitale, alors sans croiser l'armée française presque partout. Et nous étions gênés à ce niveau. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que là où l'armée française était installée, on disait à la population, écoutez, il ne faut pas passer. Même nos soldats n'y avaient pas accès. Et nous avons estimé que ça portait bien sûr atteinte aux droits et d'ailleurs aux libertés des populations burkinabées. Et par décision donc du capitaine Ibrahim Traoré, cette armée n'existe plus au Burkina Faso. Alors, dans le cadre bien sûr de cette souveraineté, vous avez vu qu'aujourd'hui, le Burkina est libre de signer n'importe quelle convention avec qui que ce soit dans le monde. Diplomatiquement, c'est un pas en avant. Et qui parle d'État fort, parle d'État qui s'assume, tant bien dans le contrat que dans n'importe quelle relation avec qui que ce soit. Surtout dans ce volet diplomatique, vous constaterez que le Burkina Faso exprime aujourd'hui sa grandeur presque partout.
Alors, avant, vous remarquerez que nous, en tant que Burkinabés, avec nos moyens financiers, pour faire la guerre, on n'avait même pas le droit d'acheter un certain nombre de matériel. Et on jugeait le Burkina d'un petit État qui ne pouvait pas ou qui n'avait pas le niveau d'utiliser ses armes pendant qu'on était attaqué. Et donc tout ça, durant ces 2 ans, le capitaine Ibrahim Traoré a balayé du revers de la main tout ce qui était règles, tout ce qui était règlement, tout ce qui était traité, tout ce qui était convention et qui portait atteinte bien sûr aux droits et aux libertés du Burkinabé. Alors en matière donc économique, le capitaine Ibrahim Traoré, dès qu'il est arrivé au pouvoir, la chose qu'il a fallu faire, suspendre le financement de l'Agence française de développement au Burkina Faso. Parce que ces mêmes venaient nous piller, ces mêmes venaient piller les Burkinabés. Et en retour, ils faisaient semblant d'aider les Burkinabés avec des prêts. Alors c'est ce que Thomas Sankara a dit, c'est de l'aide qui ne nous aide pas à nous développer. Et il faut se départir de ces aides-là. Et c'est cette décision que le capitaine Ibrahim Traoré a assumée. Il y avait des contrats qui liaient l'État burkinabé à l'État français et qui exhortaient toute entreprise française installée au Burkina Faso à ne pas payer les impôts au Burkina, mais de les payer en France. Aujourd'hui, ces conventions n'existent plus. Et ça fait de la fiscalité pour le compte du Burkina Faso. Économiquement, il y a une avancée considérable. Toujours dans le volet économique, vous avez vu que nous avons lancé aujourd'hui beaucoup de micro-entreprises. Alors la Sofato qui est déjà opérationnelle, il y a cette micro-entreprise pour la transformation de l'or et le coton. Ces 3 entreprises sont déjà en construction. Et je vous explique un peu comment est-ce que ça se passe. Lorsque le capitaine a pris ce type de décision, les gens ont dit, mais où est-ce qu'il va trouver l'argent pour financer ces entreprises-là? Où est-ce qu'un État va trouver l'argent pour nationaliser des entreprises qui étaient déjà entre les mains des étrangers et selon les impérialistes qui fonctionnaient bien? Mais je vous explique le secret. Au Burkina Faso, il existe plusieurs sociétés d'État. Et ces sociétés d'État ont de la recette suffisante. Et à ce niveau, on constatait que ces recettes qui étaient faites par ces sociétés-là étaient placées dans des banques. Ça générait des bénéfices et certains se permettaient de se payer des 15e mois, 14e mois, ce qui n'était pas normal. Et quand le capitaine il arrive, il dit, nous allons d'abord créer des micro-entreprises à partir d'un système. L'autofinancement. L'autofinancement, ces recettes qui étaient faites au niveau de ces entreprises d'État-là, alors, il obligerait ces entreprises d'État à payer 50% des parts d'action pour faire fonctionner l'entreprise. Alors, les 14e mois, les 15e mois n'existeront plus. Au lieu de placer ces recettes-là en banque, ça va générer des bénéfices et les gens vont se payer individuellement. Par contre, la population burkinabé majoritairement va souffrir. Alors on prend ces bénéfices, nous allons les injecter dans la production, à bien sûr d'autres intérêts qui vont être d'intérêt général. Alors, à ce niveau également, il faut dire que le capitaine ne s'est pas limité là. Vous savez, à un moment donné, il était un peu coincé. Quand il demandait à une banque, il faut prêter de l'argent ou il faut générer quelque chose pour que le Burkina puisse faire la guerre. Certaines banques disaient, écoutez, actuellement, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir de l'argent pour faire quoi. Aujourd'hui, il a pris une décision qui est noble. Il crée une banque, la banque du dépôt de trésor. Tous les fonctionnaires qui avaient leur argent dans les autres banques, qui généraient des revenus, aujourd'hui, ces fonctionnaires vont être payés par cette banque-là. Alors l'État dispose, bien sûr, de la ressource financière pour financer ses activités de façon indépendante. Et ça, c'est la réflexion, c'est le résultat de la réflexion des économistes burkinabés et endogènes. Alors, l'autre volet, bien sûr, du financement de ces micro-entreprises créées, c'est quoi? C'est par l'APEC. L'APEC, c'est l'agence, bien sûr, qu'on a créée au Burkina Faso pour le développement communautaire. Et ce développement communautaire s'est fait comment? Comment est-ce qu'ils font le regroupement des ressources? C'est à partir, bien sûr,
de la manifestation volontaire que le citoyen même émet en injectant 5 000 francs, 10 000 francs comme part d'action pour contribuer à la création de l'entreprise. Alors, l'entreprise est créée sur fonds propres de la population. Une partie, 50% financée par l'APEC, 50% financée par les recettes des entreprises d'État. Et donc, c'est sur fonds propres que toutes ces entreprises vont fonctionner. Et économiquement, notre pays avance très sereinement. Et donc, nous avons amorcé une petite partie de l'industrialisation de notre économie. Alors, vous avez constaté tous avec moi aujourd'hui que sur le volet bien sûr de l'énergie qui est très crucial. Alors, le Burkina est en train de sortir de l'ornière. Le Burkina est en train de sortir de l'ornière pour nous faire installer ce qu'on appelle la centrale électrique qui va nous permettre de produire bien sûr de l'énergie et si possible distribuer à nos voisins de l'AES. Et c'est notre projet. D'ailleurs, on a déjà signé la convention et je crois que bientôt c'est la réalisation. Donc, le volet sécurité qui est le point le plus saillant aujourd'hui au Burkina Faso, il faut encore saluer ce capitaine pour ses efforts. 1. La réorganisation de l'armée, qui était, si je peux me le dire, entre guillemets, très désorganisée. Le commandement n'avait pas de début, ça n'avait pas de fin. Quand le capitaine il arrive, il réorganise l'armée comme il se doit. 2. Le nombre de combattants au front a été quadruplé, quintuplé si je peux le dire. On était à environ 20 000 hommes. Aujourd'hui, ne serait-ce que les volontaires pour la défense de la patrie sont à 90 000 hommes, sans compter l'armée. C'est très significatif. Alors, le matériel de guerre, les différentes acquisitions qui ont été faites au Burkina Faso ont fait du Burkina un pays à craindre. Et je vous dis que 90 000 hommes, en tant que volontaires de défense de la patrie, chacun avec son binôme, vous avez une moto et chacun a une arme à sa possession. Avant, ce n'était pas le cas. Maintenant, 90 000 hommes équipés en moyens roulants et en matériel de combat, individuellement. Alors, les soldats qui étaient déjà sur le front, équipés de cette même manière. Alors, les blindés, on ne peut pas compter. Mais la guerre, comme on le dit, ce n'est pas du tic au tac, c'est une stratégie. Et c'est grâce d'ailleurs à cette réorganisation que nous avons vu aujourd'hui sur le terrain burkinabé plus de 25 BIR pour faire un maillage territorial global. Alors, dans chaque région du pays que vous arrivez, vous allez trouver un détachement de combattants. Un détachement de combattants partout au Burkina Faso. Alors, cela témoigne bien sûr de la volonté du jeune capitaine à reconquérir l'intégralité du territoire et à redonner bien sûr l'espoir au Burkina Faso et au Burkinabé de croire à un avenir meilleur. Et c'est ce que nous avons attendu durant ces 2 ans et c'est le résumé des 2 ans du capitaine que je viens de faire ici. Quelles sont les activités mises en place par la jeunesse pour contribuer à l'effort de paix? Alors, il faut d'abord dire que l'effort de paix d'abord s'inscrit dans un décret que le président du Faso a pris, le capitaine Ibrahim Traoré, et c'est le décret de mobilisation générale. Ce décret de mobilisation générale a permis à tous les Burkinabés de tendre la main de façon volontaire, que ce soit le Burkinabé de l'intérieur comme de l'extérieur. La population s'est mobilisée. Les jeunes, femmes, vieux, toute personne de tout âge a donné volontairement quelque chose pour permettre au capitaine de pouvoir faire la guerre, d'accompagner les soldats avec la nourriture, les VDP avec la nourriture, les moyens roulants et bien sûr du financement pour acquérir un certain nombre de matériel. Alors sur le volet financier, c'est ça. Alors sur l'autre volet qui est beaucoup plus social, et la guerre aussi, il faut comprendre qu'il y a un impact psychologique. Et c'est ceux qui ne font pas, ceux qui ne sont pas sur le terrain d'opération, c'est ceux qui sont chargés de faire ce travail-là. Et donc au Burkina Faso, il y a autant d'organisations, associations de femmes, de jeunes et de personnes âgées qui sont permanemment sur le terrain pour faire comprendre aux gens
qu'en réalité, le terrorisme, c'est de la manipulation. Faire comprendre aux gens qu'en réalité, le terrorisme au Burkina Faso et dans le Sahel vise bien sûr à restreindre les libertés, nos États, les droits des citoyens à se développer. Alors, donc, ce élément, il faut prendre en compte ce élément dans la guerre. Vous ne pouvez pas faire la guerre sans lutter contre quoi? L'influence, que ce soit sur le volet communicationnel, que sur le volet financement, de ceux-là même qui combattent et de ceux-là même qui nous aident à nous départir de l'ère, bien sûr, de l'impérialisme. Donc, à ce niveau, je crois que ces deux volets d'activité aujourd'hui qui sont menés au Burkina Faso, la conscientisation et le volet financier, et tout ça, c'est volontiers. Il n'est de l'initiative de personne au Burkina Faso dans le gouvernement pour que le peuple s'engage à faire cela. Voilà, ça a été de l'initiative des jeunes, des vieux, voilà, de tout âge, pour que ces deux volets d'accompagnement puissent exister. Il y a un an, l'Alliance des États du Sahel est née et récemment là, il est passé d'alliance à confédération. Et l'objectif, il est affiché, c'est pour aller vers une fédération. Quels sont vos espoirs par rapport à cette dynamique-là? D'abord, cette confédération est à saluer parce que avant le capitaine Ibrahim Traoré, avant moi qui suis là, alors nos pères avaient déjà l'idée. Seulement que le poids de l'impérialisme ne les ont pas permis d'aboutir à ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et nous pensons qu'il est toujours bien de se réjouir que l'élan, bien sûr, de l'Union africaine commence ce soir. Et c'est pourquoi nous sommes très fiers. Alors, la Confédération, aujourd'hui, nous attendons quoi? L'Union, bien sûr, autour de la question sécuritaire, chose qui est déjà en place. Le volet développement, nous l'avons si bien dit, il faut qu'il y ait des pôles au niveau de chaque région du Sahel pour booster l'économie de la sous-région. La question monétaire, nous pensons que la Confédération va avancer très vite et nous allons voir ces trois États, y compris bien sûr les partenaires de l'AES, connaître leur monnaie, qu'ils auront un contrôle parfait là-dessus. Et je pense que c'est à cela que le peuple va voir une AES des peuples, une AES des jeunes, une AES de l'Afrique. Et c'est ce à quoi nous nous attendons. Pour terminer, si tu as un message à lancer à l'endroit de la jeunesse de l'AES, mais de l'Afrique de manière globale, que serait-il? Un message à l'endroit de la jeunesse de l'AES de manière particulière et la jeunesse africaine de manière globale. Que serait ce message-là? Alors, à l'égard donc des jeunes africains comme moi et de l'Afrique tout entière, il faut dire que le 21e siècle, nous sommes venus trouver, mais nous devons laisser notre marque avant de partir. Nous avons un combat intense à faire. Ce qui nous a été imposé hier a été découvert par notre génération. Et c'est à notre génération de rétablir l'histoire qui a toujours pesé sur nos anciens, sur nous. Il ne faudrait pas que ceux qui viendront après nous ne soient pas témoins de nos actions que nous avons posées à notre passage. Et donc je voudrais, à travers ce message, dire aux jeunes Africains qu'il faut se mobiliser. Et ce n'est que par la mobilisation que nous allons aboutir à avoir tout ce que nous sommes en train de concevoir à l'esprit aujourd'hui. C'est notre mobilisation qui va nous permettre de les réaliser. Nous ne devons plus permettre à qui que ce soit, où qu'il soit, quels que soient ses moyens, de porter atteinte à l'Afrique. L'Afrique doit maintenant juger de façon indépendante et prendre part également au concert des nations en tant que continent qui s'assume, en tant que continent qui bénéficie des mêmes droits que tout autre continent au monde. Elle a sa place. Et c'est ce que nous sommes en train de faire comme un combat. Merci. Alors, le mot peut-être de la fin que j'ai, en tant que citoyen du Sahel, je profite de cette occasion pour dire à tout jeune du Sahel de prendre conscience des réalités que nous sommes en train de vivre. Un État n'est souverain que si cet État arrive à contrôler d'abord son territoire, à préserver les droits de ses citoyens
et à maîtriser son économie. Nous sommes obligés de rétablir cela dans nos 3 États du Sahel. Et cela passe par l'engagement des jeunes. Personne ne doit rester derrière. La lutte contre le terrorisme, c'est une question de tous. Aucun citoyen du Sahel ne doit chercher à se soustraire. Nous nous battons pour le Sahel parce que nous sommes d'abord sahéliens et nous avons reçu ce Sahel de nos grands-parents. Nous n'allons jamais trahir l'histoire. Et chaque jeune doit retenir cela à l'esprit. Merci.